Les 4 premières secondes. Pour le pire ou le meilleur, nous devons accepter le fait qu'en notre qualité d'être humain, nous sommes des créatures mues par la peur. Nous sommes constamment en train de scruter notre environnement immédiat et nous prenons des décisions intempestives en fonction de la façon dont nous le percevons. L'endroit est-il sûr? Y a-t-il du danger à proximité? Y a-t-il un facteur de risque auquel nous devons être particulièrement attentifs? Ces décisions intempestives datent du bon vieux temps où nous vivions dans les cavernes. Elles sont ancrées dans notre cerveau reptilien. À l'époque, dès que quelque chose entrait dans notre champ de vision, il nous fallait immédiatement évaluer le risque de ce que quelque chose pouvait représenter et choisir entre rester ou prendre notre jambe à notre cou. Et ce n'était qu'une fois que nous étions persuadés d'être en sécurité que nous commencions à nous demander si nous avions quelque chose à gagner à rester dans le coin. Cet instinct à prendre des décisions intempestives est toujours aussi vivace. Les risques sont beaucoup moins élevés aujourd'hui, bien sûr, parce que nous nous trouvons rarement en situation de danger mortel. Mais la prise de décision se déroule toujours aussi vite. En moins de 4 secondes au téléphone et en seulement un quart de seconde lorsque nous sommes en présence d'un tiers, c'est ainsi que réagit notre cerveau. Méditez là-dessus. Il ne faut qu'un quart de seconde à un prospect pour prendre une première décision à votre rencontre lorsque vous le rencontrez en personne. Nous le savons parce que des scientifiques ont conduit des expériences dans lesquelles ils branchent des cobayes à un scanner IRM pour comprendre comment fonctionne le cerveau pendant la phase d'analyse des informations. Voilà ce qui se passe lorsqu'un scientifique montre à un cobaye la photo de quelqu'un. Le cortex visuel du cobaye se déclenche presque instantanément et, un quart de seconde plus tard, c'est au tour de son lobe préfrontal, la zone dans laquelle se situe le centre de décision du cerveau, et il prend une décision. Oui, aussi rapidement. Pendant un appel téléphonique avec un prospect, vous disposez d'un petit peu plus de temps. Vous avez 4 secondes pour faire bonne impression. Mais en réalité, face à face, il faut également 4 secondes à votre interlocuteur pour prendre une décision définitive. La différence s'explique par le fait que le processus commence plus tôt lorsque vous faites face à face littéralement dès que le prospect pose les yeux sur vous. Mais, dans les deux cas, face à face ou au téléphone, vous avez besoin de convaincre votre prospect de 3 choses pendant les 4 premières secondes d'un entretien si vous voulez faire une bonne impression. 1. Vous êtes malin comme un singe. 2. Vous débordez d'enthousiasme. 3. Vous êtes expert dans votre domaine. Ces 3 éléments doivent absolument transparaître pendant les 4 premières secondes d'un entretien, sans quoi vous partez avec un très sérieux handicap. En réalité, si vous vous plantez pendant les 4 premières secondes, vous avez encore 10 secondes maxi pour attraper le coup. Mais, passé ce délai, les carottes sont cuites. C'est une cause perdue. Vous ne persuaderez personne. À cet instant, vous vous demandez peut-être ce qui est advenu de l'adage qu'il veut qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Oui, Jordan, qu'est-il advenu de ce bon vieil adage? Mes parents étaient de grands fans de cet adage, tout comme mes enseignants. Mais vous savez quoi? Eux aussi se fient aux apparences et moi aussi et vous aussi. Nous jugeons tous en fonction des apparences. C'est gravé dans nos cerveaux. Et ce n'est pas un travers américain. Les Australiens font la même chose, les Chinois, les Brésiliens et les Italiens aussi. C'est inhérent à la nature humaine. On rencontre ce travers dans tous les pays du monde et dans toutes les cultures. Résultat des courses, vous disposez de 4 secondes avant que votre interlocuteur vous dissèque comme si vous n'étiez qu'un simple Lego, vous range dans une catégorie, analyse chaque brique et vous remonte selon la façon dont il ou elle vous a perçu. Et si votre prospect n'est pas convaincu des 3 éléments mentionnés ci-dessous, malin comme un singe, débordant d'enthousiasme et expert dans votre domaine, vous n'avez en gros aucune chance de lui vendre quelque chose. Et pourquoi? Eh bien, réfléchissez une seconde. Avez-vous vraiment envie de travailler avec un débutant? Lorsque vous souhaitez acheter une voiture, des actions ou un ordinateur, par qui voulez-vous être guidé tout au long du processus d'achat? Par un débutant ou par un expert? Un expert, bien sûr. En fait, nous avons été conditionnés depuis notre petite enfance à consulter les experts pour nous aider à résoudre des problèmes et éliminer nos points de douleur. Lorsque nous étions malades, nos parents nous emmenaient chez un spécialiste qui portait le titre de médecin et un stéthoscope autour du cou. Au début, nous étions stupéfaits par la différence que lui témoignaient nos parents, jusqu'à ce qu'ils nous en donnent la raison. Il nous expliquait que cette dame ou ce monsieur avait étudié pendant de nombreuses années pour apprendre tout ce qu'il avait à savoir pour soigner les personnes malades. On leur apprenait même comment ils devaient s'habiller, se comporter et parler pour que leurs patients aient confiance en eux au premier regard, raison pour laquelle vous commenciez à vous sentir mieux dès qu'un médecin entrait dans la pièce. Cet individu avait gagné le droit d'être appelé médecin parce qu'il était un véritable expert dans son domaine. Mais bien sûr, ce n'est que le début de notre conditionnement. En grandissant, le ballet des experts s'est poursuivi. Lorsque nous rencontrions des difficultés à l'école, nos parents engageaient un professeur particulier pour qu'il nous donne des cours à domicile.
Si nous désirions maîtriser une discipline sportive, ils nous engageaient un coach particulier. Une fois adultes, nous avons pris le relais de nos parents et, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de chercher des experts et nous enseignons à nos enfants de faire de même. Réfléchissez un instant. Qui pensez-vous que Scarlett Johansson veut pour la coiffer pour la cérémonie des Oscars? Est-ce qu'elle va se contenter d'un gamin boutonneux qui sort tout juste de l'école de coiffure? Ou est-ce qu'elle va s'adresser à un styliste le plus en vogue de la planète grâce auquel les célébrités resplendissent sur le tapis depuis 20 ans? Et vers qui pensez-vous que les golfeurs pros Jordan Spieth ou Jason Day se tourneront s'ils traversent une mauvaise passe? Le pro du golf du coin au golf principal ou un spécialiste du swing de renommée mondiale qui a écrit plusieurs livres sur le sujet et collabore avec d'autres célèbres golfeurs professionnels depuis plus de 20 ans? Le fait est que nous voulons tous avoir affaire à des pros ou à des experts. Tout comme nous voulons avoir affaire à des individus intelligents, compétents et passionnés par ce qu'ils font. Les experts ont une façon particulière de s'exprimer qui inspire le respect. Ils disent des choses comme « Écoute Bill, tu dois me faire confiance sur ce point. Ça fait 15 ans que je fais ce métier et je sais exactement ce qu'il faut faire. » Les débutants en revanche ont tendance à employer des termes moins précis et surtout, leur maîtrise limitée des caractéristiques de leurs produits et de leur secteur devient de plus en plus flagrante plus ils progressent le long de la street line, notamment pendant leur boucle où ils sont obligés de se lancer dans des figures libres. En d'autres termes, ils sont à court de connaissances et n'ont pas d'autre choix que de broder au fur et à mesure pour tenter d'amener un prospect à un niveau de certitude supérieur à celui de son seuil d'action pour le convaincre de passer commande.